Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Insoumission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Christophe Prudhomme sur le plateau de l'Insoumission. Christophe, tu es médecin urgentiste, tu es syndicaliste CGT, tu es également tête de liste insoumise dans le 13e arrondissement et on fait cet entretien pour aborder plusieurs sujets autour de la question de la santé. On est dans un contexte où notre système de santé il est détruit méthodiquement par les néolibéraux qui veulent transformer toujours plus la santé en un vaste marché. Et le budget de la Sécu qui a été voté et promulgué en décembre à l'aide du vote du PS et d'Europe Écologie Les Verts, fait que c'est encore une étape de franchie dans cette destruction. Destruction qui a des conséquences très concrètes. Par exemple, ce week-end, à Rennes, au CHU de Rennes, 2 patients sont morts faute de prise en charge, faute de moyens. Et la CGT alerte sur justement que les personnels sont au bout du rouleau, que tout s'effondre. Qu'est-ce que cela dit de l'état de notre système de santé aujourd'hui et quel bilan tu tires après 8 années de macronisme ? Mais la particularité de Macron, c'est qu'il aggrave la situation, il accélère. Parce que, juste pour donner un exemple, on sait qu'on a beaucoup d'exonérations de cotisations sociales auprès des entreprises. Or, depuis Madame Veil, Simone Veil, l'État devait rembourser à l'euro près les compensations d'exonération sociale à la Sécu. Depuis que Macron est au pouvoir, il ne rembourse plus à l'euro près. Et alors, c'est éminemment pervers et c'est ce qui lui permet de justifier les plans d'économie. Juste pour donner un exemple, 2023-2024, le montant de la non-compensation par l'État, c'est le montant du déficit, entre guillemets, donc du manque de recettes de la sécurité sociale. Donc en fait, il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale. C'est qu'on pique de l'argent à la sécurité sociale, et cet argent, on le pique à qui ? À toi, à moi. Parce que ce sont nos cotisations sociales. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que pour les jeunes, il faut expliquer que la fiche de paye, ce que le patron nous paye, c'est le coût total employeur. Les cotisations sociales, ce ne sont pas des charges, c'est une partie de notre salaire qu'on met dans la sécurité sociale. Si on va aux États-Unis, le salarié smicard, il touche 2 200 €. À lui de se payer son assurance santé et son fonds de pension pour la retraite. Alors, parfois, il prend une assurance santé, pas toujours, mais il ne verse jamais rien dans son fonds de pension pour la retraite, parce qu'à la fin du mois, il n'a plus d'argent. Voilà. Et donc, la retraite aux États-Unis, quand on n'a pas cotisé un fonds de pension, c'est le RSA. Voilà. Et c'est ça vers quoi veut nous mener M. Macron. Donc, il faut comprendre ça si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, le budget de la Sécu, il va aggraver finalement ce phénomène, enfin cette destruction méthodique du système de santé. Est-ce que tu peux revenir sur les principales mesures dans ce budget et ce qui a justifié finalement le vote contre de la France Insoumise ? Le budget, aujourd'hui, n'augmente pas à hauteur des besoins et surtout ne permet pas de compenser le manque de ces dernières années. L'an dernier, les hôpitaux, en 2024, on n'a pas encore les chiffres de 2025, mais en 2024, les hôpitaux ont accusé un déficit de 3 milliards. 80% des EHPAD sont déficitaires. 80% des EHPAD publics sont déficitaires. Donc il y a déjà cette dette. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les insoumis qui le disent, c'est la Fédération hospitalière de France. La Fédération hospitalière de France, c'est présidé par le maire de Reims, LR, donc c'est quelqu'un de sérieux. La Fédération hospitalière de France explique que si on veut simplement maintenir un bon fonctionnement des hôpitaux, il faut 4,5% d'augmentation du budget de la sécurité sociale. Là, les socialistes ont voté en disant « Ah, on a bataillé, on est passé de 2,8 à 3,1 ». Mais 3,1, c'est pas 4,5. Donc ça veut dire aujourd'hui, on n'est pas capable de maintenir l'existence des hôpitaux alors que les hôpitaux sont déjà à l'os. Et moi, je le lis de manière très claire. Les députés, tous partis confondus, qui ont voté cette loi de financement de la sécurité sociale qui est insuffisante, ils ont une responsabilité morale sur ces morts dont tu parles, des gens qui meurent sur les brancards parce qu'on n'a pas assez de personnel. Et pourquoi ils sont sur des brancards ? Parce qu'on n'a pas assez de lits, parce qu'on a fermé des lits. Voilà, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a poursuivi les fermetures de lits, plus de 20 000 lits ont été fermés. On a fermé plus de 100 000 lits en 25 ans en France. Or la population vieillit, et quand il y a quelqu'un de plus de 50 ans, on commence à avoir des problèmes de santé après 50 ans, qui a besoin
de soins, il a besoin d'un lit. On ne peut pas le renvoyer à la maison, un fameux ambulatoire. C'est très bien en chirurgie pour des gestes simples, mais quand on est malade, on a besoin d'être hospitalisé, on a besoin d'avoir un lit. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, les gens restent sur des brancards pendant des heures et des jours en attendant un lit. Or, on a des chiffres là-dessus. Quand une personne attend sur un brancard un lit adapté à sa pathologie, c'est une surmortalité de 10%. Pour les patients les plus graves, c'est une surmortalité de 30%. Et ça, c'est pareil. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par une organisation très sérieuse, SAMU Urgences de France, qui était présidée par un éphémère ministre de la Santé, François Braun. Donc c'est sérieux. Oui. Voilà. Donc on a aujourd'hui une réalité que ne peuvent pas nier des gens qui aujourd'hui nous expliquent que on a été obligé parce que c'est moins pire que pire. Non, moins pire que pire, c'est les morts supplémentaires par faute de moyens. Voilà. Et c'est combien à peu près de morts? Est-ce qu'il y a une estimation qui est... On a des estimations catastrophiques. Catastrophiques. Le dysfonctionnement des services d'urgence et des SAMU, on chiffre le nombre, on appelle ça les morts évitables, entre 1500 et 2000 morts par an. Voilà. Si on a aussi des problèmes sur les maternités. On manque de maternité, on n'a pas assez de lits de néonatologie, de réanimation néonatale. Si on avait les mêmes indicateurs de santé publique que la Finlande, et là c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est la Société française de néonatologie, c'est-à-dire les professeurs qui s'occupent des petits bébés en réanimation. Ils disent que si on avait les mêmes indicateurs de santé publique que la Finlande, il y aurait 1000 bébés qui ne mourraient pas chaque année en France. Donc cette politique est meurtrière. Voilà, et c'est pas, je grossis pas le trait. Je le dis parce que, c'est pas du pourcentage. Oui, la mortalité a augmenté de X%. Non, quand on est mort à 100%. Il faut être clair. C'est pas un chiffre, c'est une politique criminelle. Donc c'est une politique criminelle parce qu'on est un pays riche et développé et il n'y a aucune raison que notre système de santé se dégrade. Voilà. Alors il reste encore de bonne qualité quand même. Il ne faut pas non plus noircir trop la situation. Mais s'il n'y a pas une rupture, et c'est la raison pour laquelle nous on parle à LFI de politique de rupture, s'il n'y a pas une rupture pour remonter la pente, on va vers le système à l'américaine. Dans le système à l'américaine, n'en déplaise à M. Trump qui veut que America soit first, America n'est pas first dans ce domaine-là, puisque depuis 2021, l'espérance de vie aux États-Unis est passée en dessous de l'espérance de vie de la Chine. Okay, donc c'est pas uniquement le système de santé, la santé c'est au sens large, c'est aussi la qualité de la vie, et donc il vaut mieux manger du riz que des McDo. Ça c'est clair. Mais quand même, c'est-à-dire que la Chine progresse, elle est partie de très bas, et les États-Unis régressent. Et si on prend et elle régresse aussi en aggravant les inégalités. Parce que si vous êtes blanc et riche et que vous habitez sur la côte est en Californie, ça va. Si vous êtes noir dans les quartiers de Chicago, dont c'est originaire M. Obama, les indicateurs de santé sont ceux de l'Afrique. Et tu l'as dit, sans argent, finalement, rien n'est possible. Oui, alors il y a la question de l'argent, mais il y a la question de l'organisation du système. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas pour augmenter, par exemple, les crédits de la sécurité sociale pour enrichir l'industrie pharmaceutique, ou pour enrichir ce que j'appelle, moi, les prédateurs de la santé, ceux qui gèrent aujourd'hui les maisons de retraite, qui investissent dans la psychiatrie légère, la dépression, et qui font payer la chambre 300 € par jour quand on est traité pour une dépression en hospitalisation. Non, voilà, donc la question c'est... il faut qu'on réorganise aussi ce qu'on paye. Et donc, on a deux axes revendicatifs. C'est un, supprimer toutes les activités privées à but lucratif dans le domaine de la santé. Donc, plus de cliniques privées à but lucratif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cliniques privées. Il peut y avoir du privé à but non lucratif. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'affoler la population en parlant de nationalisation des cliniques. C'est simplement, si vous êtes à but lucratif, plus d'agrément sécurité sociale. Point à la ligne. Et l'autre réforme dont on a besoin, c'est que la médecine libérale aujourd'hui ne répond plus aux besoins. La liberté d'installation et la rémunération à l'acte fait qu'on n'a pas les médecins au bon endroit, qu'il y a des dépassements d'honoraires, donc il faut remettre tout ça à plat. Voilà, c'est ça s'appelle une politique de rupture. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire la révolution et obliger les médecins, les encadrer de manière brutale. Mais simplement on dira, vous êtes payés par la sécurité sociale. Les médecins sont des salariés indirects de la sécurité sociale, les médecins libéraux. On dira, bon, les plus anciens, s'ils veulent rester dans le système libéral jusqu'à la retraite, ils restent au système libéral, mais les jeunes qui s'installent, ils s'installeront dans les centres de santé, où ils seront salariés. Et quand on est salarié, bien, on prend le temps qu'il faut pour chaque malade. C'est pas 15 minutes la consultation. Et puis surtout pour les patients, quand le médecin est salarié, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Et finalement, c'est des propositions qui ne font que reconstruire le système de sécurité sociale qui a été détruit. C'est mettre en place le système de sécurité sociale tel qu'il a été prévu et qu'il n'a pas été mis en place, parce qu'il y a eu 45
Et puis il y a eu 47, le départ de la sécurité, le départ des ministres communistes du gouvernement et le début de la revanche des libéraux, qui ont théorisé ça dès cette époque-là. Je veux dire, la Société du Mont Pèlerin, voilà, les économistes de l'école de Chicago, ils ont théorisé tout ça et ils ont commencé à le mettre en œuvre, eh bien, au Chili sous Pinochet, ensuite avec Thatcher en Grande-Bretagne, avec Reagan aux États-Unis. Et en France, ça a été quoi les différentes étapes Les différentes étapes, elles sont assez claires. Le trou de la Sécu, ça date du tournant de la rigueur à l'époque de Mitterrand. Voilà. Ensuite, Juppé en 95. Là, on met en place un système avec la CSG, donc on sort des cotisations sociales, on exclut les représentants des salariés, donc les cotisants des conseils d'administration de la Sécu. Moi, aujourd'hui, je siège encore jusqu'à la fin du mois au conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est un conseil, c'est plus un conseil d'administration. Et là, donc, quand on a eu un avis à donner, parce qu'on n'a qu'un avis à donner sur le PLFSS, tout le monde a voté contre, y compris le patronat, pas pour les mêmes raisons que nous. Mais tout le monde a voté contre. Le gouvernement s'est assis dessus. Avant, c'était le conseil d'administration de la Sécu qui décidait du niveau de cotisation. Et alors, ça existe toujours en France, donc ça doit pouvoir être fait, puisqu'on a 3 départements, l'Alsace-Moselle, où il y a le régime particulier, et où il y a une caisse qui correspond à la caisse pour les complémentaires, qui est gérée intégralement par les salariés. Et qui décide eux-mêmes. Et qui décide, et elle n'est jamais en déficit, parce qu'on décide du niveau de cotisation en fonction des dépenses de l'année écoulée. Et donc, si on a plus dépensé, on augmente les cotisations. Si on a moins dépensé, on diminue les cotisations. Et c'est toujours à l'équilibre. Et voilà. Et donc, on devrait pouvoir faire la même chose parce que nous expliquer qu'on ne peut pas augmenter le niveau de cotisation, c'est de foutre de la gueule du monde. Parce qu'aux États-Unis, la part du PIB, du produit intérieur brut consacré à la santé, c'est plus de 17%. Nous, en France, on est à 12%. Donc, on a de la marge. La différence entre la France et les États-Unis, pourquoi c'est à 17% ? Parce qu'il faut rémunérer les actionnaires des cliniques, des compagnies d'assurance médicale, voilà, et les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques, etc. Donc voilà, donc il n'y a aucun problème. On pourrait augmenter, dans une société qui évolue au fil du temps, on dépense moins pour produire une machine à laver, une voiture, parce qu'on a fait des progrès techniques, et on va dépenser plus pour la santé, pour les loisirs, pour la culture. C'est ça l'évolution positive d'une société. Et tu parlais des conséquences directes sur les vies humaines avec 1500 morts par an, donc faute de moyens dans les hôpitaux, les maternités, tu as cité le chiffre de 1000 bébés morts qui pourraient être évités, donc cette politique criminelle voilà, qui a des conséquences sur la destruction de vie. Et concernant les malades chroniques, il y a une mesure du budget de la Sécu qui prévoit une forme de raquette des malades chroniques. Est-ce que tu peux revenir sur cette nouvelle... Oui, parce que la stratégie, ce qu'il faut comprendre, c'est que les néolibéraux, ils sont sur le temps long. C'est pas grave si ils sont obligés de reculer à un moment donné, parce qu'ils avancent et ils savent où ils veulent aller. Donc ils veulent créer un marché de la santé pour la population solvable, pour pouvoir tirer des bénéfices pour les actionnaires qui investiront dans le secteur. Ils veulent faire exactement la même chose sur l'école. C'est déjà en cours avec les écoles privées et les universités privées. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on diminue la part remboursée par la sécurité sociale et on bascule sur les assurances complémentaires, dit mutuelles, mais ne parlons plus de mutuelles. La complémentaire santé, aujourd'hui, est dans les mains majoritairement à plus de 50% de compagnies d'assurance privées. AXA, Generali, etc., Allianz. Bon. Donc, la mutualité est en train de perdre ce marché. D'ailleurs, sous l'influence de Macron, puisque Macron a donné le marché des mutuelles du ministère des Finances à une société privée dirigée par ses amis. Voilà. En évinçant la mutuelle historique. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'ils ont cette stratégie organisée. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent la part payée par la sécurité sociale, ils augmentent la part prise en charge par les mutuelles, surtout le reste à charge pour les patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend les dépassements d'honoraires, on dit oui, mais l'assurance maladie complémentaire va couvrir. Non, 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 les chiffres, ils sont clairs. Il n'y a que 40% des dépassements d'honoraires qui sont remboursés par les assurances complémentaires, 40%. Voilà, donc il faut être clair. Et quand on est à Paris, en particulier, il y a une particularité des grandes métropoles et de Paris, c'est que nationalement, la quasi-totalité des médecins généralistes sont en secteur 1, c'est-à-dire au tarif Sécu. Donc on est remboursé intégral. Bon, il y a moins de 5% des médecins nationalement qui prennent des dépassements d'honoraires. À Paris, c'est 25%.
Chez les spécialistes, nationalement, c'est 56% des médecins qui font des dépassements d'honoraires. À Paris, c'est 80%. Donc je vais donner un exemple très concret. Une jeune femme étudiante qui a besoin d'une consultation en gynécologie. À Paris, c'est 80 €. 80 € où il y aura un reste à charge élevé. Aucune assurance maladie complémentaire remboursera les 80 €. Puis quand on est étudiant, on n'a pas forcément une assurance maladie complémentaire de qualité. Donc ça veut dire un reste à charge de 40 €. Ben pour certains étudiants, pour certaines étudiantes, c'est la somme nécessaire pour manger pendant la semaine. Voilà, donc il y a un problème quand même. Hein, on sait qu'il y a la précarité étudiante. Ben voilà comment on traite notre jeunesse en France. Donc, et ce qu'on demande nous aujourd'hui, c'est pas, vous voyez, c'est pas des sommes énormes. Le déficit de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses sociales en France, c'est 780 milliards d'euros. Donc 20 milliards de déficit, c'est pas grand-chose par rapport au déficit de l'État. Hein, voilà. Et puis surtout, on a des mesures qui peuvent être prises immédiatement. Si l'État rembourse en intégralité des exonérations de cotisations sociales à la Sécu, déjà on comble une bonne partie du déficit. Si on supprime un impôt qui est prélevé sur les hôpitaux, qui s'appelle la taxe sur les salaires, qui représente à peu près 7 milliards, on a de l'argent pour la Sécu. Si on annule la dette des hôpitaux, qui coûte aujourd'hui, rien qu'en intérêt, les hôpitaux versent chaque année plus d'1 milliard d'intérêts aux banques sans rembourser le capital. Les hôpitaux, quand ils construisent un bâtiment, quand on construit un bâtiment dans un hôpital, on dépense 100 milliards, mais ce n'est pas exonéré de la TVA, donc il y a 20 milliards, 100 millions, pardon, oui. 100 millions, il y a 20 millions qui vont dans la poche de l'État. Voilà, donc le pire, c'est que tout le monde sait que les assurances maladie complémentaires, dites mutuelles, augmentent beaucoup plus vite que l'inflation. Et pourquoi elles augmentent ? Pourquoi elles ont encore plus augmenté cette année ? Parce que l'État prélève une taxe sur les assurances maladie complémentaires pour payer la couverture sociale des gens qui ne payent pas de cotisation parce qu'ils sont au chômage, etc. Bon bref, ça va pas, c'est pas sérieux. Hein. C'est-à-dire que quand on paye aujourd'hui 100 € de cotisation sur l'assurance maladie complémentaire, il y en a 15 qui partent en taxes dans les poches de l'État. Voilà. Donc ça, il faut que les gens le sachent. Parce que si on veut convaincre qu'une autre politique est possible, il faut savoir où va l'argent et puis quelle solution on prend. Eh bien, moi aujourd'hui, supprimer la taxe sur les salaires, qui est un impôt injuste parce qu'il est prélevé, on dit il y a trop d'impôts. Ben oui, banco, il y a trop d'impôts. Parce que cet impôt, c'est un impôt qui est prélevé sur les salaires des hospitaliers, donc sur le budget de la Sécu, donc sur nos cotisations sociales. Et bon, on supprime cet impôt et on remet en place l'impôt sur la fortune. Il rapportait 5 milliards, depuis qu'il a été supprimé, aujourd'hui il rapporterait 7 milliards sans aucun problème et on compense la taxe sur les salaires. Moi je suis pour des impôts justes, qu'on remette en place des impôts justes et qu'on supprime des impôts injustes. Voilà. Donc des solutions, on en a à tout point de vue. Et donc pourquoi on parle d'abord du problème financier ? Parce qu'il faut savoir ce dont on a besoin. Voilà, et comment on peut le trouver. Après, on va venir à comment on le dépense intelligemment, et y compris en modifiant structurellement notre système de santé, on peut faire des bonnes économies pour mettre de l'argent là où sont les besoins, et pas pour engraisser les actionnaires des cliniques privées et augmenter les dividendes de l'industrie pharmaceutique. Et face à ce budget de la Sécu, il y a des luttes qui sont en cours dans tout le pays. Il y a eu des luttes, des grèves récemment de médecins qui ont manifesté à Paris samedi 10 janvier et ça continue. Est-ce que tu peux nous dire les revendications portées par ces médecins et les autres luttes en cours ? Alors, les médecins aujourd'hui sont dans une situation très compliquée. Hein. Le système est en train de se déliter, donc c'est leur travail, leurs conditions de travail se dégradent, et ils ne se retrouvent plus dans ce système de médecine libérale. Et ils sont confrontés à un pouvoir qui veut encadrer les dépenses. Bon, alors il y a des revendications qui sont justes et qui sont légitimes, en particulier celles des généralistes, parce qu'il faut séparer les généralistes des spécialistes. Les généralistes aujourd'hui, ils sont essentiels dans le système de santé, et ce sont ceux qui ont été toujours dévalorisés et par le pouvoir politique et par la profession. La profession. Parce qu'aujourd'hui, on considère qu'un généraliste, bon, c'est un petit médecin, mais le cardiologue, c'est un grand médecin. Non, non, non. Aujourd'hui, le généraliste est plus important que le cardiologue parce que la population vieillit. Et aujourd'hui, la question, c'est plus de guérir les patients. Il y a des maladies qu'on guérit, mais l'essentiel des maladies dont on souffre aujourd'hui sont des maladies chroniques. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir en meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. Et ça nécessite un généraliste qui travaille avec des infirmières, des kinés, des diététiciennes, etc. Le spécialiste qui fait des actes techniques,
Hein, ça rapporte beaucoup d'argent, mais ce n'est pas forcément le bon médecin. Ce n'est pas lui qui explique, ce n'est pas lui qui va suivre, ce n'est pas lui qui va coordonner. Donc le généraliste qui aujourd'hui se voit imposer une limitation de la prescription des arrêts de travail, ça c'est scandaleux. Ça, c'est ce qui a été mis en avant au niveau médiatique par les médecins parce qu'ils sont conseillés par des agences de com pour leur mouvement. Mais l'essentiel de leurs revendications ne sont pas là. Les revendications, c'est les revendications catégorielles qui vont à l'encontre de l'intérêt des patients. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la rémunération des médecins. C'est-à-dire que la Sécu ne rémunère pas correctement ce dont on a besoin. On survalorise les actes techniques. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les médecins en ville, en libéral, qui gagnent moins bien leur vie, ce sont les pédiatres et les psychiatres. Pourquoi ? Parce qu'ils font de la médecine et où il faut écouter, il faut du temps. Un bébé, ça se déshabille, hein, alors qu'aujourd'hui, les médecins, ils ne déshabillent plus, ils n'examinent plus parce que c'est 15 minutes la consultation. Donc le pédiatre et le psychiatre, ils gagnent, toute charge déduite, 80 000 € annuels. Cotisation sociale payée, charges de gestion de leur cabinet. Bon, ce qui est quand même pas mal. À peu près 7 000 € par mois, bon, c'est pas mal, c'est la moyenne. Bon, après, c'est 10 ans d'études, c'est légitime. Enfin, pour moi, c'est dans le cadre de la hiérarchie des salaires de 1 à 5 et de 1 à 10 de manière plus exceptionnelle. Mais le radiothérapeute, celui qui soigne les cancers avec des rayons, qui est assisté par des manipulateurs en électroradiologie, par des physiciens, il est à 425 000 € annuels. Donc on ne peut plus rémunérer les gens comme ça. Moi, je suis pour que les médecins soient salariés dans des centres de santé et que le différentiel de salaire, ça soit lié à la pénibilité au lieu d'exercice. C'est-à-dire que celui qui est au fin fond du Limousin, qui va avoir une population avec des visites à domicile, des personnes âgées qui vont lui prendre beaucoup de temps, hein, qui va être isolé, loin de l'hôpital, loin du CHU, donc des conditions d'exercice plus difficiles que le médecin qui est ici à Paris, dans le 15e arrondissement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on pourra remettre sur pied une médecine où on valorise l'investissement des professionnels. Et puis surtout, il faut que les médecins, ils arrêtent de travailler tout seuls. Aujourd'hui, on a besoin de travailler, un médecin, il a besoin de travailler avec une infirmière pour pouvoir bien utiliser la télémédecine en particulier, avec l'infirmière qui est sur place et qui fait la consultation de télémédecine. Elle a le patient sous les yeux avec le médecin qui connaît le patient. Hein, voilà. Mais ça, effectivement, ça nécessite des ruptures. Des ruptures parce que on ne peut pas continuer avec la liberté d'installation qui a été imposée par les médecins aux premiers gestionnaires des assurances sociales dans les années 20 du siècle dernier, quand les premières assurances sociales se sont mises en place, les médecins ont dit « Ah oui, on veut bien que vous mettiez en place des assurances sociales ». Les gens qui mettaient en place les assurances sociales, ils disaient « Oui, mais monsieur le médecin, vous allez vous installer à côté des gens qu'on couvre ». Ah ben non, moi je veux m'installer où je veux. Et puis pareil, la rémunération à l'acte, on va fixer le tarif. Ah ben non, moi je fixerai le tarif avec tact et mesure. Bon, tact et mesure, on sait ce que ça veut dire. Hein. Bon voilà, c'est comme au souk, il faut négocier. Alors c'est pas sérieux. Donc on a besoin effectivement de réorganiser le système de santé. Nous, ce qu'on propose, la France Insoumise, c'est de dire, on va installer les centres de santé là où sont les besoins et on ouvrira les postes. On ne va pas obliger le médecin à s'installer, mais il y a 10 000 médecins qui sortent par an. On ouvrira 10 000 postes en ville et à l'hôpital. Voilà. Et donc, c'est comme quand on a un diplôme d'ingénieur, un diplôme d'une école de commerce, hein, pour prendre des catégories socio-professionnelles un peu équivalentes. On ne va pas travailler où on veut. Hein, on ne s'installe pas où on veut. Pour les médecins, c'est la même chose. Et il faut qu'ils répondent aux besoins de la population. Et on contractualisera avec la profession une nouvelle organisation. Et en gérant une période de transition sur un certain nombre d'années. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'on a beaucoup de vieux médecins qui vont partir à la retraite. Ce sont ceux-là qui s'accrochent à la liberté d'installation, à la rémunération à l'acte. Les jeunes sont plus ouverts. Il y a une partie de la profession médicale qui reste très attachée à cette fameuse liberté, oui. Hein, mais oui. Une liberté qui est au détriment quand même de l'intérêt des patients. Bon, mais je pense que chez les jeunes, cette proportion est minoritaire. Hein. Quand on est médecin, il faut revenir sur des valeurs. Hein. On est là, c'est d'abord les valeurs humanistes. Hein. Et puis de solidarité. C'est pas tout pour ma gueule au détriment du patient. Alors je dis pas que c'est la majorité des médecins qui réfléchissent comme ça, mais quand même, quand on voit que lors de l'examen en fin de 6e année, qui permet de choisir sa spécialité, aujourd'hui, les premiers choisissent chirurgie esthétique, c'est qu'il y a un problème. Alors, en 2e et en 3e, on a comme spécialité l'ophtalmo et la dermato. Pas parce que ça rapporte beaucoup, mais parce que les conditions de travail sont intéressantes. Il y a des solutions techniques qui permettent intellectuellement de se dire c'est intéressant ce que je fais. Et puis, ce sont 2 spécialités où il n'y a pas de garde.
donc on travaille la journée. Et les spécialités qu'aujourd'hui on a du mal à recruter, c'est des spécialités comme la mienne, urgentiste. Avec des gardes. Oui. Et donc la pénibilité, il faudra qu'elle soit prise en compte aussi. Il est clair que le médecin, moi, je termine ma carrière, j'ai compté, parce qu'il fallait compter. J'ai passé plus de 3000 nuits de ma vie à l'hôpital. Et je ne pense pas que les jeunes médecins, ils veulent faire la même chose. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'activité s'est densifiée. Moi, quand j'étais de garde, tout un week-end, on ne travaille pas tout le week-end. Maintenant, quand on est de garde, on travaille en permanence parce qu'on a réduit le nombre d'hôpitaux, on a réduit le nombre de lits. Donc, tant mieux si les médecins travaillent moins. Parce que, je le dis, quand une infirmière travaille 12 heures ou un médecin travaille 24 heures, qui va être le patient de la 11e heure pour l'infirmière et qui va être le patient de la 20e heure pour le médecin? Exactement. Voilà. Donc, il faut qu'on mette tout ça à plat. Donc, moi, je suis un syndicaliste, donc il y a une légitimité aux revendications catégorielles, mais dans le cadre d'un équilibre entre les besoins de la population, donc des patients, assurés sociaux, qui payent le système, et la profession médicale. Voilà, et on se met autour de la table et on discute. Mais nous, nos orientations, c'est que la médecine ne doit pas devenir un service marchand. Et aujourd'hui, il y a un mode de financement qui est inadapté et on proposera de le changer, et un mode d'exercice qui est inadapté qu'on proposera de changer. Oui, donc c'est une rupture avec cette logique purement libérale. Parce qu'aujourd'hui, on voit le gouvernement, tu l'as dit, qui parle de pacte, de concertation, de prime à l'installation, d'incitation financière, mais tout ça ne fonctionne pas. Mais alors, pour donner des éléments d'optimisme, c'est que ce que je dis là aujourd'hui, des institutions comme l'Académie de médecine ou l'Académie de pharmacie, il y a des rapports qui ont été publiés, qui font quasiment une analyse marxiste de la marchandisation de la santé. Ils parlent ça de financiarisation. Il faut savoir qu'il y a des secteurs où aujourd'hui, ce sont des groupes qui se sont créés et qui ont mis la main sur le marché. C'est le cas des laboratoires d'analyse médicale. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des grands groupes et il y a le PDG d'un de ces groupes, du groupe Eurofin, qui est rentré avec de l'argent de la Sécu, dans les 500 plus grandes fortunes françaises. On a vu le scandale de l'Orpea. Aujourd'hui, si on faisait un référendum avec une question, est-ce qu'on exclut les activités marchandes, c'est-à-dire le secteur privé lucratif, du domaine de la santé et du médico-social? Avec les scandales d'Orpea, les scandales des crèches, on gagne le référendum. On gagne le référendum et le Conseil d'État et l'Europe, ils vont se rhabiller. Okay ? Et donc, on en fait... Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout étatiser, mais c'est du public. Et puis c'est l'histoire aussi de la France, le privé non lucratif, les mutuelles, les fondations, les associations, voilà, qui opéreront dans le système. Moi, je suis très en colère contre les députés, y compris ceux de la France Insoumise, qui n'ont pas exigé, lors du scandale d'Orpea, qu'on mette Orpea en faillite. Voilà, donc les actionnaires, ils s'assoient sur leurs pertes. Et on n'allait pas fermer les EHPAD, mais les EHPAD, on confiait la gestion de ces EHPAD en fonction de la localisation géographique à l'hôpital qui est à côté, ou au groupe mutualiste, ou à la fondation, le privé non lucratif qui gère les EHPAD. On sort de... Là, qu'a fait M. Macron? Il a mis 1,4 milliard d'euros de fonds publics et parapublics, dont des fonds mutualistes, pour sauver Orpea. Orpea qui a changé de nom. Et aujourd'hui, considérant que le marché de ce qu'ils appellent l'or gris, la silver economy, n'est plus assez rentable, ils investissent dans la psychiatrie. Et je vais donner un exemple. Là, j'ai une jeune fille, dépression, elle se retrouve dans un hôpital après une tentative de suicide, hôpital public, où elle a été amenée par le service public, les pompiers, dans l'hôpital public, sauf qu'il n'y a pas de psychiatrie publique. Heureusement, elle a un père qui est CSP+, dans la finance, à la défense, qui a de l'argent. Il fait le mieux pour sa fille. Il regarde sur Internet, clinique groupe Ramsay, au Vésinet, pour de la psychiatrie. Il met sa fille là-bas, 1 mois d'hospitalisation, reste à charge pour les frais d'hôtellerie. Au bout d'un mois, 6 200 €. Voilà, il faut le dire ça. Parce qu'il n'y avait aucune offre. Aucune offre. On a démantelé la psychiatrie publique. Pour être très clair, bien heureux les patients qui peuvent bénéficier encore de la psychiatrie publique, parce que la majorité des malades, ils sont dans la rue en prison. Lorsque l'on fait le comptage des SDF à Paris, on va voir un petit peu quel est le problème, les estimations, c'est qu'une personne à la rue sur 2 présente des troubles mentaux.
En prison, c'est 30%. Il y a 30%. Il faut arrêter de construire des places de prison. Il y a 30% des gens, minimum 30% des gens en prison, qui n'ont rien à y faire. Ils ont besoin de soins psychiatriques. On l'a vu, là, les pseudo-attentats ces dernières années, à chaque fois, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont des troubles mentaux et qui ne sont pas pris en charge, qu'on laisse dans la rue. Et bien, si on les laisse dans la rue, effectivement, il y en a un certain nombre qui décompensent. Et heureusement, sur le nombre de personnes, heureusement qu'il n'y a pas plus de passages à l'acte. Mais ça existe, les passages à l'acte, même s'ils sont très minoritaires. Parmi ces patients, ils ne sont pas tous dangereux, bien. C'est une très faible minorité qui sont dangereux. Mais si on en laisse beaucoup dehors, forcément, il y aura ces drames qui sont médiatisés à l'outrance par les médias. Là, Puis il y a une hypocrisie sur la santé mentale comme grand plan du quinquennat. Ça avait été aussi une proposition de dirigeants macronistes. C'était grande cause nationale 2025, la santé mentale. Là, il y a quelques jours, j'étais dans Paris pour manifester avec les soignants d'un centre d'accueil de crise. Un centre d'accueil de crise, c'est les urgences psychiatriques, avec quelques lits ouverts 24 heures sur 24. Eh bien, c'est un centre qui couvre les 5e, 6e, 7e arrondissements de Paris. Eh bien là, ils veulent le fermer, le transformer en accueil de jour, ouvert de 9h à 18h. C'est pas de 9h à 18h qu'on a des problèmes quand on a des troubles psychiatriques. Donc voilà, c'est un non-sens. Et pour des mesures d'économie, parce que c'est toujours des mesures d'économie. Alors maintenant, ils sont tellement vicieux que à la fois ils invoquent les mesures d'économie, mais aussi ils ont créé la pénurie de médecins. Et ils disent mais on aimerait bien laisser ouvert, mais on n'a pas les médecins pour faire. Alors on manque de médecins globalement. On a besoin de former plus de médecins. Mais si on utilisait mieux les médecins qui existent. Je donne l'exemple des maternités. Il ne reste plus que 400 maternités en France. On a 5000 gynéco-obstétriciens inscrits au Conseil de l'Ordre. Donc normalement, 5000 gynéco-obstétriciens, 400 maternités, ça ne devrait pas poser de problème. Sauf qu'on a laissé partir les gynéco-obstétriciens des hôpitaux, parce que les conditions de travail, garde, etc., ils sont partis en ville, s'installer, ils font de la consultation en secteur 2. Voilà. Et donc, on a proposé, à un moment donné, de manière ironique, de dire on n'est pas capable de trouver de gynéco-obstétricien. C'était à Guingamp, je m'étais déplacé, j'ai dit à ce moment-là, faisons appel à un pays qui sait fournir des médecins, au pays sous-développé, qui manque de médecins, Cuba. Et alors, ça a pris auprès des élus locaux, là, tout parti confondu. Ils ont même invité l'ambassadeur cubain à Guingamp. Et le directeur de l'Agence régionale de santé était quand même très embêté en disant mais c'est pas possible. Si, c'est possible parce que des médecins cubains, aujourd'hui, on en a dans un département français qui s'appelle la Guyane. Parce qu'on n'est pas capable de mettre des médecins français. Et puis, on a un scandale en France, c'est qu'aujourd'hui, on a encore 5000 collègues qu'on appelle à diplôme hors Union européenne, qu'on continue à exploiter, payer point de 2000 € par mois dans les hôpitaux publics. On ne reconnaît pas leur diplôme. J'ai rencontré récemment un médecin généraliste. J'ai un médecin généraliste qui a fait sa formation en Algérie. La formation des généralistes en Algérie, elle est calquée sur la formation française. C'est une des séquelles de la colonisation. Bon. On ne lui reconnaît pas son diplôme. Pourquoi ? Parce qu'on a un examen de validation des compétences, des connaissances, avec un nombre de postes limité. Ce n'est pas un examen de validation des compétences. S'il y a un nombre de postes limité, ça s'appelle un concours. Bien sûr. Donc lui, il a eu 14, mais il y avait 80 postes nationalement, et il y avait 80 personnes qui avaient plus de 14 à l'examen. Et donc lui, il n'a pas été pris. Voilà. Donc, il n'y a rien à demander, ça suffit. Alors, c'est voulu, ça, parce que ces 5000 médecins-là, ils sont exploités, et je le dis avec toute la solennité que ça doit, on les exploite comme des esclaves. C'est l'esclavagisme moderne de ces médecins dans les hôpitaux. C'est le gouvernement, mais une partie de la profession médicale qui en profite bien, parce que quand il faut prendre les gardes à Noël, le jour de l'an, les jours fériés, il est délègue. C'est eux qui sont à l'hôpital, alors que normalement, ils ne devraient pas pouvoir exercer sans avoir un médecin à diplôme français qui valide leur prescription. Non, là, on juge qu'ils sont compétents pendant ces périodes-là, mais après, ils ne sont pas compétents pour avoir l'exercice de plein droit et aller remplir les postes qui sont vacants. Selon ça les arrange. Voilà, donc il y a à un moment donné, toutes ces choses-là, ce sont des scandales qui s'accumulent, mais je reviens, c'est une stratégie très organisée. Si on crée la pénurie, ça permet effectivement de réorganiser le système. Et puis surtout, ça permet de casser le service public. La nature a horreur du vide. Si le service public se dégrade, eh bien ça laisse la porte ouverte pour qu'il y ait du privé lucratif qui se mette en place. Et puis c'est la logique du marché. La pénurie, tout ce qui est rare est cher, je suis rare, donc je suis cher. Et ça permet d'augmenter les dépassements d'honoraires, le coût, etc. Voilà, donc c'est une logique capitaliste pure et dure qui a été organisée, planifiée
depuis des années, depuis le tournant néolibéral qui a commencé à la fin des années 70 avec Thatcher et Reagan et l'école de Chicago. Et l'école de Chicago, je le répète, là où ils ont fait leur première expérience du libéralisme, c'est au Chili, sous Pinochet. Et tu l'as dit, ça s'applique à tous les secteurs de la société, tous les biens communs, que ce soit l'école, l'eau, la santé. Les deux principaux biens communs qui mobilisent des sommes très importantes depuis la Deuxième Guerre mondiale, et même pour certains depuis l'école obligatoire et laïque pour tout le monde, depuis maintenant un siècle et demi, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, pour les néolibéraux, on limitera le service public pour les pauvres, dégradés, et le reste, on le bascule vers le marché. Voilà. Alors on gardera une école publique parce qu'on a besoin d'ouvriers quand même, qui ont un minimum de qualification. On laissera un service de santé quand même à minima parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on ne laissera pas les pauvres mourir dans la rue, mais c'est tout. Voilà. C'est comme ça qu'il faut dire les choses aujourd'hui. Parce que quand on est dans un juste milieu, quand on est en situation de crise comme ça, eh bien, on est du mauvais côté. On est du mauvais côté de la force. Et ceux qui nous expliquent qu'on ne peut pas faire mieux que des compromis qui sont des compromissions, ils portent une lourde responsabilité. Ils sont complices. Et pour rompre avec cette logique néolibérale, il y a la force insoumise qui a des propositions que tu as commencé à évoquer tout à l'heure. C'est le cas dans le cadre des élections municipales et des élections nationales. Et pour les élections municipales, parlons-en sur notamment la santé mentale. Tu en parlais il y a un instant. Tu as présenté avec Sophia Chikirou. Alors avant qu'on parle de la santé mentale, je voudrais dire que pour les municipales, dans tous nos programmes, il faut qu'on mette l'ouverture de centres de santé. Alors j'allais en parler aussi. On va parler de santé mentale après parce que ça a un lien. Pas de souci. Alors sur les centres de santé municipaux, donc c'est la proposition phare pour lutter contre les déserts médicaux et tout ce que ça implique partout en France. Donc c'est des centres, tu l'as dit tout à l'heure, qui recourent à des médecins salariés sans dépassement d'honoraires. À noter aussi qu'il y a une augmentation de médecins salariés depuis 2010, ce qui montre que finalement c'est possible. Et oui, la majorité des médecins aujourd'hui sont salariés. Voilà, les libéraux, d'année en année, diminuent. Alors, il y a une évolution dans nos propositions et sur la stratégie. Historiquement, les centres de santé municipaux, c'est l'histoire, c'est les mairies communistes. Et c'est un acquis, les mairies communistes, ces centres de santé. On l'appelait dispensaires, puis ils sont devenus des centres de santé ouverts à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on considère que ce n'est pas aux collectivités locales de gérer des centres de santé. Ce n'est pas leur responsabilité et ça ne cadre pas avec la décentralisation parce que si on confie la santé aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation, on va aggraver les inégalités d'un territoire à l'autre. Donc par contre, il y a une légitimité politique de dire où sont les besoins et où on va implanter le centre de santé. Et ce que savent faire les municipalités, c'est mettre des locaux à disposition. Alors plutôt que de mettre des locaux à disposition de libéraux, comme c'est le cas à l'heure actuelle, où on paye l'outil de travail de libéraux. Ça leur coûte rien. On leur fournit des locaux quasiment gratuits à un certain nombre de médecins. Les maires sont... il y a certains médecins même qui exagèrent, qui veulent la maison avec piscine, la bagnole et tout. Bon, non, nous, on mettra à disposition des locaux pour des gens qui savent gérer la santé. C'est-à-dire des hôpitaux. Donc, on mettra à disposition des locaux pour que l'hôpital assure la gestion du centre de santé avec son personnel et ce qu'il sait faire, commande de matériel, etc. Ou au secteur de l'économie sociale et solidaire, donc la mutualité, voire même on peut proposer que ces centres de santé soient gérés par les professionnels eux-mêmes avec le propriétaire des locaux sous la forme d'une coopérative. Et on n'a même pas besoin d'une nouvelle loi puisqu'on a les sociétés coopératives d'intérêt collectif de la loi Hamon qui correspondent tout à fait, et on commence à avoir des centres de santé qui fonctionnent comme ça. Donc on voit qu'on a des propositions tout à fait concrètes qui peuvent répondre aux différents besoins selon les situations locales, mais aujourd'hui la priorité face à l'urgence, c'est avant tout l'hôpital. Il faut qu'il s'ouvre sur la ville. La meilleure ouverture de l'hôpital sur la ville, c'est d'ouvrir des centres de santé. Et ce n'est pas un doux rêve de la France insoumise, parce qu'un certain nombre d'hôpitaux, dont des grands hôpitaux, comme l'assistance publique hôpitaux de Marseille, ouvrent des centres de santé gérés par l'hôpital, dont un dans les quartiers nord de Marseille qui fonctionne très très bien. Et ça a un intérêt aussi pour l'hôpital, c'est que pour son personnel, en termes d'attractivité, en particulier pour les médecins, d'avoir une activité et à l'hôpital et en ville, eh bien c'est intéressant. Et pour les patients, imaginez-vous, et pour moi urgentiste, s'il y a un centre de santé avec des horaires d'ouverture un peu élargis, les petites urgences
du quotidien, il n'y a pas besoin d'aller aux urgences, on va au centre de santé. Donc ça décharge l'hôpital. Mais bien sûr. Et puis quand le patient doit avoir un examen type scanner ou IRM, c'est pas à lui d'aller sur Doctolib pour chercher un rendez-vous. Il va voir la secrétaire en disant « Monsieur, tel jour à telle heure, vous avez le scanner à l'hôpital, vous devez être hospitalisé tel jour à telle heure. » Voilà, c'est simple. Hein. La gestion du dossier médical, l'informatique, ce sera la même informatique dans le centre de santé qu'à l'hôpital. Donc on va faire des économies, mais des bonnes économies. Des économies positives. Et voilà, des économies positives. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'avenir. Et aujourd'hui, la principale réticence du monde médical et du Conseil de l'ordre des médecins. Alors je rappelle quand même que le programme du NFP, ce n'est pas un programme révolutionnaire. Hein, parce que dans le programme de Mitterrand, moi qui ai les cheveux blancs, je me rappelle qu'il y avait la suppression du Conseil de l'ordre des médecins. On ne l'a même pas mis dans le programme du NFP. Or, les plus réactionnaires aujourd'hui, c'est les conseils de l'ordre. Voilà. Donc le médecin hospitalier, quand j'ai des collègues libéraux qui me disent « Non mais tu te rends compte, moi je travaille 70 heures par semaine, tu es salarié, tu vas travailler 35 heures, donc tu verras moins de malades. » Mais il me prend pour un con. Quand on est cadre, oui, on est aux 35 heures cadre, mais on verra les malades dans de bonnes conditions. Et puis, on fera des horaires, effectivement, si on est ce qui est normal. Si on travaille le soir, si on fait une garde, si on fait un samedi, on récupérera. Et puis, le médecin libéral qui travaille 70 heures par semaine, il ne va pas des patients pendant 70 heures par semaine, parce qu'il a des tâches administratives et de gestion. Or, aujourd'hui, il faut former plus de médecins, mais on peut gagner aujourd'hui du temps de travail des médecins en les libérant des tâches administratives et de gestion. Si on libère les médecins, tant en ville qu'à l'hôpital, des tâches administratives et de gestion, on gagne 20 à 25% de temps de travail immédiatement. Et ce temps de travail, on peut en gagner encore plus si les médecins travaillent main dans la main avec des infirmières pour qu'on ait une prise en charge des patients correcte et que le médecin ne fasse pas tout. Aujourd'hui, quand j'entends des syndicalistes libéraux expliquer qu'il ne faut pas que les infirmières ou les pharmaciens vaccinent, parce que le vaccin, c'est un acte qu'on fait rapidement et qui permet de faire du chiffre d'affaires. Non, moi, je n'ai pas fait 10 ans de médecine pour vacciner des patients qui n'ont pas de problème particulier vis-à-vis de la vaccination. Oui, il y a besoin d'un médecin pour 10% des patients qui ont des pathologies particulières et il faut une expertise médicale. Mais le vaccin contre la grippe classique, c'est même beaucoup plus performant. La personne reçoit son ticket de l'assurance maladie, va à la pharmacie, le pharmacien, il a le vaccin, il vaccine tout de suite. Basta, c'est réglé. Voilà, il faut être simple. Et puis, aujourd'hui, si le niveau d'études des infirmières augmente en permanence et que leurs compétences augmentent, c'est pour qu'elles fassent plus et mieux. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les infirmières ne sont pas assez bien payées. On forme des infirmières Bac+5 aujourd'hui, qu'on appelle les infirmières de pratique avancée, sauf qu'on les utilise pour remplacer les médecins là où il n'y en a pas. Donc c'est faire de la sous-médecine, c'est mettre des officiers de santé comme au 19e siècle. Non, une infirmière Bac+5, elle travaille avec un médecin, avec un niveau de qualification sur l'éducation du patient, sur le suivi des patients chroniques. Mais une infirmière Bac+5, c'est pas 100 € de plus par rapport au salaire de base de l'infirmière. C'est le même niveau de salaire que les Bac+5 qui sortent des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Et puis le fait qu'elle soit sous-payée, c'est aussi un moyen pensé, réfléchi pour justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, favoriser l'extension du marché au détriment oui, c'est surtout qu'on crée une pénurie parce que le travail d'infirmière aujourd'hui est tellement difficile et tellement sous-payé qu'on a 200 000 infirmières diplômés en âge de travailler qui ont abandonné le métier. Si on ajoute à ça les 40 000 qui chaque jour vont en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne ou en Suisse pour travailler, il y a un vrai problème. Voilà. Donc on a besoin aussi de revoir cette formation. On a une proposition sur les professionnels de santé et c'est pas non plus une invention de la France insoumise, c'est de revenir à ce que je connaissais moi dans ma jeunesse quand on avait du mal à recruter dans ces métiers. C'est de revenir à ce qu'on appelle des contrats d'études. C'est quoi un contrat d'études ? C'est pas une bourse. C'est quand on a passé la sélection pour rentrer dans l'école d'infirmière, donc passer la sélection pour rentrer dans l'école d'infirmière, d'être soignante ou de manipulateur radio. Donc si on passe une sélection pour rentrer dans une école, il n'y a pas Parcoursup. On supprime Parcoursup, qui est une catastrophe. Depuis qu'il y a Parcoursup, on est passé de 5% de taux d'échec et d'abandon dans les écoles d'infirmières à 25%. Okay ? Donc pas de Parcoursup. Et dès qu'on a passé la sélection pour rentrer dans l'école professionnelle, on signe un contrat, on est payé, salarié, pas une bourse, salarié. Donc on paye des cotisations, dont des cotisations retraite, à partir de 18 ans. Et on est préaffecté sur un territoire ou sur un établissement pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, selon la durée des études. Donc on est payé pendant ces études, on les fait dans de bonnes conditions. Et on sait on va aller travailler. Et on contrainte, mais oui. Avec voilà. Oui. Donc et ça permet d'avoir une politique prévisionnelle des emplois. On a besoin de combien d'infirmières dans les 5 ans qui viennent en Seine-Saint-Denis ? On ouvre tant de postes.
Voilà. Et donc, on n'est pas à aller chercher l'intérimaire. Voilà. Donc, contrat d'études. Contrat d'études, c'est pas des bourses. Contrat d'études, c'est un salaire avec des cotisations sociales. Voilà. Donc, on a des propositions. Voilà. Et pour les médecins, il faut former plus de médecins. D'ailleurs, il y a un petit loupé dans la présentation qu'on a fait pour les municipales, dans notre diaporama. On dit, on fait penser qu'il y aurait suffisamment de médecins avec l'argument il faut qu'ils travaillent différemment. Non, on va gagner du temps de travail si les médecins travaillent différemment, mais on n'a pas assez de médecins. Il faut en former plus. Et puis surtout, il faut que les médecins, les étudiants en médecine, il y ait de la discrimination positive et ils soient issus de l'ensemble des catégories de la population. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des gens qui font des études de médecine, qui coûtent cher, avec un concours difficile, ils sont issus des catégories socio-professionnelles supérieures, issus des métropoles. Or, quel que soit le diplôme, on travaille là où on est né, on ne s'expatrie pas forcément, il y en a un certain nombre, mais voilà. Donc, si on n'a pas des jeunes issus des petites villes, des catégories socio-professionnelles, agriculteurs, ouvriers, employés, on n'arrivera pas à pouvoir gérer cette profession de manière positive. Et ce n'est pas que nous qui le disent, c'est des études internationales. Tous les pays riches et développés sont dans la même difficulté vis-à-vis des professions médicales. Voilà. Donc, et puis surtout, ce qu'on veut, c'est que les professionnels de santé travaillent ensemble et donc soient formés ensemble. Ça, c'est une préconisation. On ne travaille pas ensemble si on n'a pas été formé en particulier ensemble. Et pourquoi on peut être formé ensemble dans les universités de santé ? Parce que les bases de la santé sont communes. C'est le physique, le psychologique et le social. Il faut les sciences humaines. Okay ? Donc les sciences humaines, c'est de la psychologie, c'est de l'histoire, c'est de l'ethnographie. Vous voyez, moi je travaille en Seine-Saint-Denis. Si on ne connaît pas la culture des gens qu'on soigne et qui viennent du monde entier, on ne pourra pas bien les soigner. Donc tout ça, ça compte. Et puis la question de la relation avec l'autre, elle est importante. Donc il faut qu'on ait aussi une sélection sur cette capacité relationnelle. Voilà, donc on a quand même des bêtes à concours qui sont incapables aujourd'hui d'avoir cette capacité relationnelle. Donc on est obligé de les recycler dans des spécialités où ils n'auront pas de rapport avec des patients, ce qui est quand même un problème. Donc il faut prendre quand même ça en compte dans la réalité. Et la même chose sur les chirurgiens. On a les chirurgiens bêtes à concours. Moi, ce que je propose pour les chirurgiens, c'est tu veux faire chirurgie, tu vas faire le stage chez l'ébéniste et tu me fais une pièce d'ébénisterie. Si tu es habile de tes mains, tu feras chirurgien. Autrement, non. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des chirurgiens qui ont passé des concours, qui sont mal habiles de leurs mains, alors on est obligé de restreindre leur activité parce qu'ils ne savent pas faire. Que l'on opère traditionnellement avec un robot. Une certaine habileté à avoir, c'est la même. Bon. Donc, il arrive un moment donné, il faut qu'on prenne en compte toutes ces réalités-là, dans l'intérêt des professionnels, mais surtout des patients. Bien sûr. Surtout des patients. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que, je le dis, aujourd'hui, la balance, le plateau de la balance, il penche du côté, quelles que soient les difficultés qu'ont les médecins aujourd'hui dans leur exercice, qu'on a vu avec leurs manifestations, le plateau de la balance pèse quand même de leur côté. D'ailleurs, j'ai entendu aujourd'hui que la ministre, alors que nous, on a manifesté aussi, les professionnels de santé en intersyndicale. Il y a tout le monde, y compris avec la CFDT, pour dire le budget. Là, elle n'a rien bougé. Là, les médecins manifestent un petit peu, hop, elle lâche les choses. Donc il y a quand même un problème aussi, la manière de traiter les conflits sociaux. Voilà, donc ça, il faut que ça change. Alors oui, on peut penser que c'est à visée électoraliste, parce que les médecins voteront plutôt Macron ou la droite traditionnelle que LFI. Bon, il y a des médecins qui votent LFI aussi, voilà. Mais il faut être clair. Si on est sur les valeurs de la médecine, on ne peut pas être sur des revendications catégorielles qui défendent les dépassements d'honoraires et le secteur non conventionné de la médecine. Pécunier, c'est ça. C'est pas possible. Et je reviens sur les centres municipaux de santé. Tu dis qu'il y en a un à Marseille qui fonctionne déjà à partir de l'hôpital. Il y en a même plusieurs, je suis à Marseille, mais il y a plusieurs centres de santé aujourd'hui en France qui ont été montés par des hôpitaux. Et donc ça fonctionne avec des équipes pluridisciplinaires. C'est aussi l'objectif de la proposition insoumise, c'est d'avoir donc des infirmiers, des médecins salariés. C'est le cas. Tout le monde sont salariés, même médecins, infirmiers, kinés, diététiciens, etc. Ils travaillent ensemble dans des structures qui permettent de faire des soins, qui permettent d'intégrer. On va voir le médecin, il y a besoin d'une prise de sang, il prescrit une prise de sang. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous au laboratoire d'analyse médicale. Il y a l'infirmière à côté, elle fait la prise de sang, elle envoie le tube.
pour faire l'analyse, si c'est conventionné avec l'hôpital à l'hôpital ou avec le laboratoire d'analyse médicale avec lequel on a conventionné. On gagne du temps, et voilà, et pour tout le monde. Donc, pour les petites urgences, je prends l'exemple de la personne âgée qui fait une chute, a mal au poignet. Hein, c'est une fracture assez fréquente, la fracture du poignet. Bon, il n'y a pas d'urgence à la minute. Il faut qu'elle soit vue par un médecin, qu'on fasse une radio. Tout ça, on peut le faire dans un centre de santé. Il n'y a pas besoin de voir le chirurgien tout de suite. Donc, on donne des antalgiques, on fait un plâtre, et la personne repart avec le rendez-vous auprès de l'orthopédiste le lendemain, enfin dans les 48 heures. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Donc c'est une autre organisation de la médecine, mais ce n'est pas une organisation qui sort comme ça du chapeau. Moi, quand j'étais môme, le médecin généraliste, d'abord parce qu'on avait beaucoup moins de moyens, il faisait tout. Moi, je faisais du sport, j'ai eu plusieurs fois des points de suture à faire. Jamais je suis allé aux urgences pour faire des points de suture. Ça a toujours été le médecin qui a fait les points de suture, le médecin généraliste. Voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi il ne le fait pas? Parce que c'est compliqué, ça prend du temps. Mais si on est dans un centre de santé où il y a une infirmière, il y a le matériel, etc., on fait les points de suture. Voilà. Et puis même un certain nombre de points de suture, on peut les déléguer à des étudiants, à des infirmières. Enfin, on peut faire. Voilà. Enfin, il y a un moment donné, il faut qu'on s'adapte aux besoins. Voilà, et donc chacun dans ses compétences, et on a besoin de travailler en équipe, parce que pour prendre en charge 2/3 des dépenses de la sécurité sociale aujourd'hui, ce sont les patients de plus de 50 ans atteints de maladies chroniques. Et ça peut plus être le médecin qui traite tout seul. Et surtout, c'est une collaboration entre le médecin généraliste qui va coordonner, les différents spécialistes, l'infirmière, un diabétique. Quelqu'un qui a le diabète, eh bien, c'est principalement l'infirmière qui va lui apprendre les choses avec la diététicienne, voilà, pour apprendre à faire des piqûres soi-même, pour régler sa glycémie. Après, la diététicienne avec l'infirmière sur les repas, etc. La diététicienne va composer les repas, l'infirmière va s'occuper que, effectivement, ces repas soient bien pris correctement, avec une aide-soignante. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. Et la même chose sur les EHPAD. Avant de parler de la santé mentale, mais je parle des EHPAD. Une des propositions qu'on fait à Paris, la ville de Paris est très particulière parce qu'elle est ville et département. Elle gère des EHPAD. Eh bien, on va dire, nous, on va implanter le centre de santé au rez-de-chaussée de l'EHPAD ou à côté de l'EHPAD. Et comme ça, ce sera la même équipe qui va gérer l'EHPAD et le centre de santé. Et même, on peut mettre le centre de protection maternelle et infantile au même endroit. Et on peut mettre aussi le centre médico-psychologique, c'est-à-dire la psychiatrie. Voilà. Donc, pour faire des vraies maisons de santé, et au sens, voilà, parce que si on est sur un lieu unique, en particulier dans les grandes villes, on va travailler ensemble. Si on a des lieux espacés, ça ne fonctionnera pas. Et donc, la santé mentale, aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur les patients, mais il faut qu'on soit clair, ça élargit aussi le domaine de la santé au domaine du handicap. L'ouverture de l'asile et donc la possibilité pour les personnes porteuses de handicap de vivre comme tout le monde et dans l'inclusion en milieu ouvert. C'est effectivement un objectif très positif, mais ça veut dire qu'il faut des moyens. De dire, on supprime toutes les institutions, on ferme les hôpitaux psychiatriques, on ferme les établissements spécialisés pour les personnes porteuses de handicap, on les met en milieu ouvert, dans la classe, le patient qui a des troubles mentaux en ville, mais s'il n'y a personne pour s'en occuper, on voit bien, les AESH, on en manque, donc on laisse les professeurs des écoles, les enseignants face à des enfants, ils n'ont pas la formation, la compétence. Évidemment. Voilà. Et donc pareil, si on veut maintenir un patient qui a des troubles mentaux assez lourds en milieu ouvert, aujourd'hui, on les laisse dans leur famille qui ne savent pas s'en occuper. Si on veut maintenir les gens en milieu ouvert, il faut plus de personnel que quand c'était l'asile et qu'on les enfermait en milieu fermé. Or, on a diminué. Or, l'objectif de l'ouverture, ça a été on va faire des économies. Ben non, il va falloir mettre des moyens. Moi, je suis pour l'inclusion, mais l'inclusion, ça nécessite des moyens. Et ça nécessite des moyens en personnel essentiellement, parce que c'est du temps dont ont besoin ces gens-là, que ce soit à l'école avec les AESH, que ce soit les patients qui ont des troubles mentaux. Donc voilà, et surtout, quand ils sont en crise, il faut qu'il y ait des lieux pour les hospitaliser. Pour le gamin qui est porteur d'un handicap, une partie de son temps, il va falloir peut-être qu'il le place dans une institution spécifique où il y aura du personnel spécialisé qu'on ne peut pas avoir partout. Voilà, pas tout le temps, mais
Voilà, dans le Selon cadre d'un les besoins. équilibre. Oui. Voilà. Donc, on voit bien que c'est une autre logique. C'est répondre aux besoins de la population et c'est pas la logique financière qui prime. Or, aujourd'hui, c'est la logique financière qui prime dans la tête de nos dirigeants et c'est encore pire avec les néolibéraux. Quand on avait la droite traditionnelle, ils avaient encore des valeurs de service public et ils disaient, un certain nombre de choses. J'ai encore des gens que je connais qui sont plutôt de la droite traditionnelle, gaulliste, etc. Des gens qui aiment bien De Villepin, par exemple. Mais ils disent, mais non, mais la santé, ça ne peut pas être un service marchand. Voilà. Alors que c'est des gens qui sont pour un système libéral, capitaliste, le marché, mais voilà. Or, les néolibéraux, tout est marchandise. On peut tout marchandiser. Voilà. Et ça, c'est non, c'est pas possible. Parce que cette marchandisation, ça crée des inégalités, et les inégalités, ça crée de la violence. Si notre société, il y a autant de troubles, et de violence au quotidien, de gens qui sont énervés, y compris aux urgences, mais c'est parce qu'on les maltraite. Moi, je comprends que les gens qui sont énervés aux urgences, on met des barrières partout, ils attendent pendant des heures, parce que le personnel est débordé, on leur donne pas de nouvelles, ça énerve. On est en situation de stress quand on a quelqu'un de sa famille ou soi-même qui va pas bien et on est derrière des barrières, pour donner une image de ce qui se passe aux urgences. Alors, c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais quand on a ces brancards qui s'accumulent, là, qu'on voit à la télé, vous savez comment on appelle ça, entre nous ? Non. On dit on joue à Tetris avec les brancards. Et c'est le malade, le moins grave, qui surveille les plus graves et qui est susceptible de nous appeler. C'est ça la réalité des services d'urgence en ce moment. Là, ce matin, j'ai eu un contact avec mes collègues de SAMU Urgence de France. Là, ils alertent la ministre. Depuis le début de l'année, là, l'activité des SAMU a augmenté de 25%. Ils n'en peuvent plus. Voilà. Parce qu'il y a l'épidémie de grippe, l'hiver, et puis on a une grippe un peu, comme tous les 5 ans, on a une grippe un peu forte, et puis il y a la conjonction avec la grève là, des libéraux, ils ferment pas trop leur cabinet quand même, mais un petit peu, ça diminue un petit peu, puis les gens, ayant appris qu'il y a une grève, ils vont plus facilement aux urgences. Et alors, quelle est la réponse ? Et alors sur les chaînes là, de Bolloré et des autres, qui stigmatisent les patients qui viendraient pour rien aux urgences, la bobologie, ça n'existe pas. Quand on a mal au ventre, il faut voir un médecin, et pas en télémédecine. Parce que ça peut être pas grand-chose, mais ça peut être grave. Et c'est que le médecin qui pourra dire c'est grave, il faut aller aux urgences. Mais il faut avoir un médecin disponible. Voilà. Donc il faut arrêter de nous raconter la bobologie et les gens viennent pour rien. Je connais personne, il y a toujours des exceptions. Mais on ne vient pas aux urgences par plaisir, pour attendre dans une salle d'attente qui n'est pas quand même très conviviale. Il y a de la lumière, il fait chaud, d'accord, et a priori il y a du personnel qui est là pour s'occuper, mais quand on va pas bien, mais franchement, on est mieux chez soi ou aller au cinéma, donc faut arrêter de raconter des conneries. C'est-à-dire que faire porter la faute aux patients, c'est comme sur la question des fraudes. Alors là, je donne les chiffres, puisque là, j'ai siégé pendant 4 ans au conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les fraudes à l'assurance maladie, en volume financier, c'est 80% les professionnels de santé, les établissements de santé, et 20% les patients. Okay ? Et sur la fraude aux cotisations sociales, c'est majoritairement les entreprises qui fraudent à la sécurité sociale, sur les cotisations. Donc à un moment donné, ça suffit, quoi. Quand on dit taxer les riches, ça rentre dans le même... les fraudeurs, aujourd'hui, sont les riches. Voilà, les plus gros fraudeurs sont les plus riches. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont riches. Il faut le dire comme ça. Et cet argent qui fraude, il manque pour la Sécu. Alors moi, je veux bien qu'on augmente le budget de l'armée, que ça soit une priorité, mais il ne faut pas qu'il y ait une priorité au détriment des autres. Voilà. D'accord, on peut discuter. Moi, je ne suis pas forcément pour la priorité à l'armée, mais bon, d'accord. Mais la priorité, vu la situation de notre système de santé, si on augmente le budget de l'armée, il faut augmenter le budget de la santé aussi. Ou alors c'est niette, on n'augmente pas le budget de l'armée. Parce que moi je suis pour la vie, pas pour la mort. Et tu parlais de la ministre par rapport à l'augmentation de 25% du SAMU, de la fréquentation. C'est quoi la réponse de la ministre en début d'année ? Pour l'instant, elle répond aux libéraux, mais toutes les manifestations de la santé depuis 2017, la grande différence avec Macron, c'est qu'il n'y a plus aucun dialogue social. Plus aucun dialogue social. Parce que les ministres n'ont rien à dire, que le ministère de la Santé n'est pas un vrai ministère, c'est un sous-ministère, puisque tout est décidé à Bercy. Donc le ministre de la Santé, il ne peut rien décider. Bon. Et puis quand on a un ministre qui change tous les 6 mois, dans un système... Pour réformer un système de santé, pour gérer un système de santé, c'est un gros paquebot.
pour donner une image. Bon, un paquebot, c'est un gouvernail. Entre le moment où on tourne le gouvernail, on l'a vu avec le Titanic, et le moment où le bateau commence à tourner, ça prend du temps. Et bien c'est ça le système de santé. Donc si on n'a pas un capitaine qui reste à la barre et qui a un objectif et qui ne change pas tous les quarts d'heure, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, voilà, si ça change, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a besoin, effectivement, qu'on nous fixe des objectifs, une stratégie, qu'on n'ait pas des lois sur la santé tous les 2 ans, qu'on ne réévalue pas. Voilà. Et puis, il y a des lois qui nous ont complètement flingués. La loi Bachelot, c'est la logique de Sarkozy, comme pour les universités. Plus aucune instance de démocratie. À l'université, le président a tous les pouvoirs, décide de tout. À l'hôpital, le directeur a tous les pouvoirs, décide de tout. Ben ça ne fonctionne pas. Voilà. Quelle que soit la qualité du directeur de l'hôpital. Hein. Moi, je ne suis pas dans la logique d'un certain nombre de médecins qui disent qu'il y a trop d'administration, il y a trop de directeurs. Moi, je suis pour qu'il y ait des directeurs et qu'il y ait du personnel administratif, parce que je ne suis pas là pour faire de l'administration, mais dans le cadre d'un équilibre des pouvoirs. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs qu'on n'a plus aujourd'hui, entre le personnel et puis alors à l'hôpital, parce que les médecins sont sortis de la cuisse de Jupiter. Moi, je préférerais dans un hôpital privé à but non lucratif, où il y a un CSE, où tout le monde siège ensemble, du médecin à l'ouvrier, en passant par l'infirmière. À l'hôpital, non. À l'hôpital, on a une commission médicale d'établissement, parce que les médecins... Et puis, on a le CSE pour le petit personnel. Bah non, ça, d'abord, c'est pas bon, parce que ça veut dire c'est divisé, alors qu'on était tous ensemble dans la même structure, un équilibre avec la direction, ça permettrait un dialogue, et qu'on puisse fonctionner beaucoup mieux que c'est le cas à l'heure actuelle. Et puis, il y a la question de la gestion autoritaire et dispersée, avec toutes ces agences qui ont été créées ces dernières années, qui sont une catastrophe. Parce que dans ces agences, ce ne sont pas des fonctionnaires, hein. Ce sont des personnels de droit privé et qui se préoccupent uniquement, on a perdu les compétences dans le domaine de santé publique, parce qu'on a que des financiers là-dedans. Voilà. De toute façon, oui, c'est la logique du démantèlement de l'État. Aujourd'hui, un directeur d'hôpital, il n'est pas là pour améliorer la prise en charge des patients. Il est là pour équilibrer le budget. Et il n'est jugé que sur sa capacité à équilibrer le budget. Comme il a une bonne partie de sa rémunération, qui sont des primes, qui est liée à cette qui sont liées au fait qu'ils remplissent les objectifs qui ont été fixés, on voit bien les dérives, quelle que soit après humainement la qualité du directeur, il est sous pression en permanence. Ouais, moi, bon, le directeur, c'est mon patron, moi je suis un syndicaliste, donc forcément, il y a des relations conflictuelles, mais ce qui est normal. Voilà. Mais à partir du moment où on lui donne des objectifs qui sont intenables, il y a un problème. D'ailleurs, un certain nombre de directeurs aujourd'hui en off nous le disent. Ils ne s'y retrouvent plus. Ils ne s'y retrouvent plus. On leur fixe des objectifs qui sont intenables. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce terme de rupture est très important. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire la rupture brutale, on va tout casser, tout transformer. D'abord, ça ne marche pas jamais comme ça dans la vie. Mais par contre, on se fixe un objectif de haut niveau, et après, on trace le chemin. Et ce qui peut changer, c'est à quelle vitesse on progresse sur ce chemin. Et pour progresser le plus vite possible sur ce chemin, on prend les choses à la base. C'est pour ça que les élections municipales sont très importantes, parce que la décision de créer des centres de santé, on ne la prendra pas au ministère de la Santé à Paris, on la prendra localement, avec la population, avec les associations, avec les professionnels de santé, voilà, qui voudront faire. Bien sûr. Mais on en gouvernant par les besoins. Faire. Et ça permettra de faire évoluer le système et de le transformer assez rapidement, je pense. Assez rapidement, parce que moi, quand je disais, il faut créer des centres de santé il y a 30 ans, on me disait, oh là là, t'as bien vu, là, tu veux tout étatiser, t'as vu ce qui s'est passé en Union soviétique, ça a été une catastrophe. Bon, là maintenant, même le Conseil de l'ordre et les syndicats les plus corporatistes et les plus libéraux de médecins disent « Ah ouais, mais effectivement, les jeunes, le salariat, un certain nombre, ça leur plaît bien, donc on peut faire un peu de médecine salariée, mais on garde quand même la médecine libérale. » Non, non, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va gérer avec la profession l'extinction de la médecine libérale et on va changer le mode de rémunération là, de manière beaucoup plus rapide pour sortir de la rémunération à l'acte qui... aujourd'hui, est considéré, y compris par des économistes libéraux, comme inflationniste et inadapté. Donc si les économistes libéraux le disent, on peut le dire nous. C'est pas des bolcheviks. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Christophe, on arrive à la fin de l'entretien, mais j'ai une dernière question qui concerne le Rassemblement national et le cancer du sein. Depuis 20 ans, le nombre de cancers du sein, il a doublé dans le pays. Et le RN a voté contre la prise en charge intégrale des soins liés à ce type de cancer.
Et est-ce que tu peux nous parler des positions du RN sur le système de santé et peut-être du contre-budget qu'ils ont présenté de 100 milliards d'euros de coupe? Alors, le RN aujourd'hui est démasqué, mais il défend le capitalisme pur et dur, comme l'ont toujours fait les fascistes. Hitler est arrivé au pouvoir en s'appuyant sur les patrons allemands. Et dans tous les pays, toutes les histoires ont montré que ces régimes se sont appuyés sur les capitalistes. Voilà. Donc, c'est pas étonnant. Il faut le dénoncer. Alors, la particularité du RN, parce que ils n'ont pas tous le même discours. Pour le RN, si notre système de santé est en difficulté, c'est parce qu'il y a des profiteurs. Et les profiteurs sont les immigrés. Alors, on va démonter tout ça. L'aide médicale d'État, ça coûte pas cher, et si on supprime l'aide médicale d'État, ça sera catastrophique pour l'ensemble de la population. Parce qu'on ne soigne pas les gens qui sont malades, en particulier ceux qui sont porteurs de maladies infectieuses, eh bien, ils contamineront les gens, ils sont ici, ils travaillent ici, ils restent ici, on les soigne ici. Point à la ligne. Ok ? Ensuite, plus globalement, au niveau macroéconomique, les immigrés qui viennent pour travailler, principalement d'immigration économique, ils arrivent, ils n'ont rien coûté, puisqu'ils ont été formés pendant leur jeunesse dans leur pays. Ils ont été à l'école, ça coûte, de former les écoles, etc. Donc ils arrivent, ils sont pour la plupart disponibles pour le marché du travail. Ils travaillent dur dans les métiers que les bons Gaulois ne veulent pas faire. Ok ? Parce que moi, quand je prends le métro le matin à Stalingrad, quand je vois les gens qui arrivent de Seine-Saint-Denis entre 5h30 et 7h du matin, il n'y a pas beaucoup de blancs. Donc la France qui se lève tôt, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, ce sont les gens issus de l'immigration. Et ces gens, ils font des travaux difficiles. Et ces travaux difficiles, ça nuit à l'état de santé. Donc quand ils arrivent à la retraite, quand ils y arrivent, eh bien, ils ont une retraite plus courte que la moyenne de la population. Par contre, ils ont cotisé pendant toute leur vie. Et donc les économistes, et pas les marxistes-léninistes, disent clairement que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Voilà. Donc s'il n'y a plus d'immigrés en France, ça sera un problème pour l'emploi, mais ça sera aussi un problème pour notre système de protection sociale. Et en particulier, je voudrais dire à ceux qui votent Rassemblement National que ils peuvent être trompés par le faux bon sens populaire du discours du Rassemblement National. Il faut qu'ils regardent de près les choses. Voilà. C'est pas simplement de dire oui, mais l'Algérien qui habite à côté de chez moi, il est gentil et je suis pas contre les immigrés. Qui regarde ce que ça veut dire aujourd'hui. Si on n'a plus d'immigrés en France, on ne pourra pas payer les retraites. On n'aura plus d'industrie. Voilà. Parce que pour la première fois, cette année, le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances. Donc forcément, il va falloir prendre en compte cette réalité. Voilà. Et que stigmatiser les immigrés en permanence en disant « Regardez la délinquance, elle vient des immigrés ». Non, la délinquance, elle est plus forte dans les gens qui sont en difficulté socio-économique. Parce qu'il faut bouffer. Et quand il faut bouffer, quand on n'a pas d'emploi, pas d'argent, effectivement, parfois, on prend des mauvais chemins. D'accord ? Mais c'est parce qu'ils sont pauvres. Parce que la proportion de pauvres dans la population immigrée en France est plus importante que dans la population. Et puis, quand même, moi, je regarde dans mon hôpital, et en particulier dans les métiers de la santé, qui on a aujourd'hui ? Beaucoup de gens de deuxième ou troisième génération, ou des immigrés récents. Si on n'avait pas ces femmes africaines issues de l'immigration dans les EHPAD, en particulier dans les grandes villes en Île-de-France, on fermerait des EHPAD. Parce que qui accepte aujourd'hui ces conditions de travail pour ce salaire-là ? Voilà, donc c'est les choses qu'il faut dire, clairement. Et donc, arrêtons, c'est le même discours qui est tenu. Les gens viennent pour rien aux urgences pour de la bobologie, les immigrés, ils profitent du système, mais allez nous expliquer. Et puis c'est pas que le Rassemblement National, Wauquiez, là. Wauquiez qui nous explique, non mais Wauquiez, qui veut être président de la République. Non mais monsieur Wauquiez, là, vous nous prenez pour des cons, expliquez que la sécurité sociale rembourse les galettes sans gluten. Non mais c'est de foutre de la gueule du monde. Je vous souhaite pas, j'ai fait un tweet, je ne souhaite pas, monsieur Wauquiez, d'avoir une maladie cœliaque.
Parce que la vie des gens qui ont cette maladie-là, elle est parfois très très difficile. Et qu'ils puissent s'acheter effectivement ce dont ils ont besoin, qui est un médicament. C'est comme un médicament, on les prend en charge parce que ils en ont besoin. Et que ça coûte plus cher que la nourriture normale. Donc on les aide, c'est normal. Donc arrêtons ces discours. Là, Monsieur Wauquiez, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, Monsieur Wauquiez, vous allez venir avec moi, je connais quelqu'un qui a une maladie cœliaque et vous allez dire la même chose en face de lui. Les yeux dans les yeux. Qu'il ose. Qu'il ose. Merci Christophe. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour l'insoumission ? Un dernier mot. Eh bien, la politique de rupture, c'est ce qu'attend une grande partie de la population. Quand on reste dans le ventre mou, sans parler de Monsieur Flamby, on se trompe. Hein ? Donc, il faut maintenir notre ligne sur une politique de rupture avec des arguments, des propositions concrètes, à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais il faut toujours fixer l'objectif, même s'il paraît lointain. Parce que faire de la politique, c'est donner l'espoir aux gens d'un avenir meilleur, et donc les faire rêver un petit peu de cet avenir meilleur. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire aujourd'hui en France. Merci beaucoup Christophe. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous abonner au réseau de l'Insoumission sur Twitter, Instagram, TikTok, le site et Facebook. Et vous avez jusqu'au 4 février pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter la France Insoumise à Paris et dans toutes les communes de France.